Le CTIFL conduit des travaux de recherche appliqués sur la biodiversité fonctionnelle dans un objectif de mise au point de systèmes de culture agroécologiques. Ces expériences ont été présentées lors d'une journée sur la biodiversité au centre CTIFL de Balandran en partenariat avec l'Institut français des productions cidricoles. Cette journée était destinée à tous les acteurs de la filière, conseillers, techniciens, producteurs et des distributeurs des filières fruits et légumes. Elle a rassemblé 160 personnes avec des ateliers sur le terrain très appréciés. Elle a favorisé les échanges et permis à tous de voir sur le terrain les aménagements agroécologiques réalisés sur le centre. Les méthodes de suivi de la biodiversité ont été présentées à travers différents ateliers. La préoccupation majeure de ces travaux de recherche appliqués concerne la santé des cultures à travers la maîtrise des ravageurs, le rôle de la biodiversité fonctionnelle et les moyens de la favoriser. La finalité est de réduire les intrants phytosanitaires. L'un des moyens pour mieux maîtriser les ravageurs est de favoriser la régulation naturelle, prédation, parasitisme. Le CTIFL étudie notamment en verger de pommiers l'action de certains auxiliaires sur le puceron cendré et le carpocaps. Les derniers travaux montrent par exemple que 2 espèces d'araignées hivernant fréquemment dans les vergers consomment, même à basse température, les tout premiers pucerons cendrés dès leur apparition au mois de mars. Ces auxiliaires contribuent activement à la régulation naturelle en assurant un contrôle biologique très précoce. Les araignées ne perturbent pas l'action des autres prédateurs de pucerons, qui interviennent plus tard. Ces différents auxiliaires sont donc complémentaires. Les tordeuses, comme le carpocaps et la tordeuse orientale, sont également des ravageurs importants du pommier, et de nombreux auxiliaires interviennent dans son contrôle biologique. Les araignées en consomment des œufs et des larves. On a aussi montré par les techniques moléculaires que les carabes consommaient les larves diaposantes au niveau du sol à l'automne. Enfin, on s'est interrogé sur le rôle des chauves-souris. Et donc on a constaté qu'effectivement, nos chauves-souris consommaient bien de la tordeuse orientale et du carpocaps des pommes, dans des proportions qui étaient, on va dire, pour faire court, entre 5% et 20%. Un moyen prépondérant pour favoriser ces auxiliaires est de réaliser des aménagements sur les exploitations. Les haies constituent des aménagements prioritaires, car elles servent d'abri, de refuge et de nourriture pour de nombreuses espèces, aussi bien des insectes que des oiseaux ou des chauves-souris. On a montré par exemple que les araignées de la frondaison effectuent des déplacements réguliers entre les haies et les pommiers adjacents. Il a également été étudié l'effet de bandes fleuries. À proximité d'un mélange fleuri, on avait significativement moins de chances d'avoir du puceron dans les arbres et une abondance plus faible. Et en parallèle, on avait une abondance plus forte des auxiliaires. Notamment des larves de cirque, on avait significativement plus de larves de cirque à proximité des mélanges fleuris. Le stade de cirque qui va consommer les pucerons. Les vertébrés sont aussi des auxiliaires de culture importants. Comme il manque souvent d'abris et de sites de nidification, des aménagements sont possibles pour favoriser leur activité et leur sédentarité. On peut installer des nichoirs à oiseaux et des gîtes à chauves-souris. On peut équiper les vergers qui sont dépourvus de palissage de poteaux perchoirs à rapaces. On a quand même enregistré 9 espèces de rapaces. Vous avez des rapaces nocturnes, les fraies, la chouette chevêche, la chouette hulotte, le petit duc, le moyen duc. Et puis la belle surprise qu'on a eue, c'est de voir qu'on avait beaucoup de grands-ducs. Grand-duc est en grande augmentation en France. Et le grand-duc, c'est gros, hein, ça fait 1,80 m d'envergure, 3 kg. On a à peu près 2000 photos d'actes de prédation. Et donc vous avez mis quelques photos ici, donc avec mulot sur buse, un cresserelle avec un campagnol. Ça c'est le faucon cresserelle avec des grillons, une sauterelle. Ça c'est un rat noir avec un cresserelle. Et une hulotte avec un campagnol provençal dans les serres. Voilà. Alors je parle que des rapaces, mais ici on a à peu près on a enregistré 25 espèces d'oiseaux à peu près. Un petit point sur la mare. Installer des mares dans des zones sèches, c'est un vrai plus. La mare attire tous les groupes biologiques. Toutes les espèces que vous avez vues au poteau, on les retrouve à la mare, grosso modo. Mais on retrouve également plein d'autres espèces qui n'ont rien à voir, ni avec la mare, ni avec le milieu environnant, parce que c'est des migrateurs qui viennent se désaltérer, faire une halte avant de repartir sur l'Afrique ou de remonter vers le nord de l'Europe. Donc, sur la mare, on a enregistré 27 espèces d'oiseaux, dont 7 de rapaces, et notamment tous les rapaces nocturnes viennent boire ou se baigner. Il ne faut pas oublier les chauves-souris. Un plan d'eau comme ça est capital pour les chauves-souris qui viennent boire et qui viennent chasser les insectes. Et si vous mettez un détecteur ici, en une nuit, c'est à bloc parce que ça tourne sans arrêt. Donc c'est vraiment un aménagement de haute valeur ajoutée qui est conseillé dans les zones sèches. La biodiversité comprend aussi tous les organismes vivants du sol, dont le rôle est essentiel dans la fertilité et la santé des cultures.
Elle intervient sur de nombreux mécanismes qui entrent en compte dans la décomposition des matières organiques, la nutrition des plantes et la régulation des bioagresseurs. Donc en fait, dans le sol, vous avez divers groupes fonctionnels. Donc si on démarre en premier, on a le groupe des fragmenteurs. Ensuite, vous avez un groupe fonctionnel qu'on va appeler les décomposeurs. Ensuite, vous avez un troisième groupe fonctionnel qu'on va appeler les ingénieurs chimiques. Ensuite, il y a un groupe fonctionnel qu'on va appeler les micro-régulateurs biologiques. Et ensuite, vous avez le groupe fonctionnel des bioturbateurs, ce qu'on pourrait appeler les ingénieurs physiques du sol. Vous voyez que chacun de ces groupes fonctionnels, ils ont tous un rôle essentiel et l'ensemble fait qu'il va y avoir un sol qui va fonctionner ou qui ne va pas fonctionner. Comment peut-on découvrir et observer tous ces organismes utiles ? Pour observer la biodiversité dans les vergers, différentes méthodes sont possibles que l'on essaye souvent d'utiliser de manière couplée. Les insectes sont capturés soit par frappage à l'aide de différents réceptacles, plateaux, parapluies japonais, entonnoirs, soit par aspiration ou par pièges colorés. Les araignées sont échantillonnées par bandes-pièges cartonnés ou par frappage. On a deux méthodes pour observer les araignées, c'est soit par battage, soit avec des bandes pièges. Alors les bandes cartonnées, on capture énormément d'araignées à l'automne. En fait, elles s'en servent de refuge hivernal. Pour les espèces vivant à la surface du sol, des techniques spécifiques sont utilisées. Les carabes et araignées, par exemple, sont capturés à l'aide de peaux barbaires. Les chauves-souris, quant à elles, sont étudiées à l'aide d'enregistreurs ultrasons, puis analyse acoustique. Grâce à ces travaux et cette expertise, le CTIFL peut aider les producteurs à intégrer et appliquer de nouvelles méthodes. Au niveau des exploitations arboricoles, la biodiversité est de plus en plus prise en compte dans les pratiques et au niveau des cahiers des charges, comme par exemple à la coopérative Cofruidoc. La coopérative Cofruidoc a mis en place plusieurs types d'actions pour favoriser la biodiversité auprès de ses adhérents, à la demande des cahiers des charges clients entre autres, mais bon, ça part d'une initiative aussi professionnelle. Donc ces actions concernent d'une part des diagnostics de l'exploitation au départ, agri-environnementale, c'est-à-dire on constate l'état des lieux non seulement des vergers mais aussi des infrastructures agroécologiques qui sont autour, c'est-à-dire les fossés, les bandes enherbées. Donc c'est un constat de la situation de départ. À partir de là, on fait un plan de gestion et de progression pour favoriser la biodiversité à partir de l'acquis, parce qu'on fait une notation de l'existant et on met en place des plans de progrès. Ça, c'est une action assez importante puisque ça représente déjà une grosse proportion de la coopérative, 72% des surfaces. La biodiversité est un élément clé, voire considéré de plus en plus comme un outil de production. En effet, les cahiers des charges lient la production et la commercialisation des fruits. Leurs exigences ne cessent donc d'augmenter.